Le 27 novembre 1995, Ruth Wilson, âgée de 16 ans, s'est réveillée et s'est levée de son lit, comme elle le faisait toujours. Elle s'est ensuite habillée et a pris son petit déjeuner, comme elle le faisait toujours. Sa belle-mère et son père ont quitté la maison pour aller travailler, laissant Ruth et sa sœur Jenny trouver un moyen d'aller à l'école, comme elle le faisait toujours. Ruth et sa sœur ont ensuite quitté la maison et sont allées à pied jusqu'à l'arrêt de bus pour attendre le bus pour l'école, comme elles le faisaient toujours. Cependant, ce jour-là, Ruth ne monterait pas dans le bus. Ruth n'irait pas à l'école. Ruth a passé la journée à la bibliothèque avant de prendre un taxi pour Box Hill, de descendre sous la pluie battante et de disparaître pour ne jamais être revue. Salut, si tu es comme moi, tu oublies souvent d'appuyer sur j'aime à la fin d'une vidéo que tu as appréciée. Fais-moi une faveur, appuie sur j'aime maintenant et si à la fin tu n'aimes pas la vidéo, appuie sur je n'aime pas. Ruth Wilson était une élève de 16 ans à l'école Ashcombe Sixth Form dans la ville de Dorking, dans le comté anglais du Surrey. Elle vivait avec son père Ian, sa belle-mère Karen et sa sœur Jennifer. D'après la plupart des témoignages, elle était décrite comme polie, amicale et originale. Ses parents, tous deux enseignants dans une école locale, menèrent une vie de famille aisée typique de la classe moyenne. Ils avaient une jolie maison dans un cottage à Betchworth et le père Ian était également conseiller local. Les deux filles avaient un bon dossier scolaire et aucun antécédent de comportement perturbateur. Ruth était également membre de son église locale où elle jouait de l'orgue et chantait dans la chorale. Ses autres passe-temps favoris étaient le vélo, la lecture et l'écoute de musique. Elle jouait aussi de la guitare et du piano. Le samedi, Ruth travaillait dans un magasin de musique locale, un emploi qu'elle appréciait beaucoup. Elle était aussi une baby-sitter très appréciée. De nombreux couples locaux lui confiant ce qu'ils avaient à en prendre de plus précieux au monde. La vie semblait paisible, calme et heureuse, mais parfois les apparences sont trompeuses. Le 25 novembre, Ruth est allée travailler au magasin de musique comme d'habitude. Rien d'inhabituel ne s'est produit, et personne n'a signalé avoir vu Ruth adopter un comportement étrange ou distant. Elle semblait aussi normale que n'importe quel autre jour. Plus tard dans la soirée, après avoir terminé son travail, elle est allée dîner avec son ex-petit ami Will et un autre ami nommé Neil. Depuis la rupture, Ruth et Neil s'étaient beaucoup rapprochés. Will et Neil ont tous les deux dit que Ruth avait payé le repas. Après le repas, Ruth est allée se détendre chez Will, où sa mère leur a aussi servi un souper tardif. Will et sa famille ont tous dit que Ruth semblait assez détendue. Le matin de la disparition, Ruth s'est levée, s'est préparée et a pris son petit déjeuner en écoutant son Walkman. Son père était pressé et a dit brusquement « Laisse-moi passer, je suis pressé », en la bousculant et en quittant la maison. Sa belle-mère est partie à peu près au même moment. Après le petit déjeuner, Ruth et sa sœur Jenny sont allées à pied jusqu'à l'arrêt de bus, comme d'habitude. Quand le bus est arrivé, Ruth a soudain dit à sa sœur qu'elle ne prendrait pas le bus aujourd'hui. Jenny a remarqué qu'il n'était pas inhabituel que Ruth ne prenne pas le bus avec elle pour aller à l'école, car Ruth était en terminale et les cours étaient à des horaires différents, donc parfois elle n'allait pas à l'école en même temps. Elle a cependant dit qu'il était un peu inhabituel que Ruth lui dise cela juste au moment où le bus arrivait, car normalement Ruth l'aurait prévenu bien plus tôt.
Jenny est ensuite montée dans le bus et est allée à l'école, laissant Ruth à l'arrêt de bus. Juste au moment où Ruth s'apprêtait à quitter l'arrêt, Will est arrivé en voiture et lui a proposé de la déposer où elle voulait aller. Ruth a refusé et a dit qu'elle le verrait plus tard dans la soirée. Ne sentant rien d'inhabituel, Will est alors reparti. Le fait qu'elle ait décidé de ne pas aller à l'école du tout a été considéré comme un peu inhabituel par les personnes qui la connaissaient. À 11h30 du matin, Ruth est montée dans un taxi et s'est rendue à Dorking, où elle a ensuite visité un fleuriste et commandé un bouquet de fleurs à livrer à sa belle-mère dans une semaine, mais elle a choisi de ne pas l'accompagner d'une carte. Elle a passé le reste de l'après-midi à la bibliothèque. On ne sait pas pourquoi Ruth a passé l'après-midi à la bibliothèque, ni ce qu'elle y faisait. À 16h, elle a quitté la bibliothèque et est montée dans un taxi près de la gare de Dorking, demandant à être conduite à Box Hill, un site naturel local. Le taxi s'est arrêté dans un pub près de Box Hill appelé le Hand in Hand. Ruth est sortie du taxi sous la pluie du soir et l'obscurité à 16h30. Le chauffeur de taxi dira plus tard à la police qu'elle semblait être une fille normale, à part le fait que lorsqu'elle est sortie du taxi, elle est simplement restée là sous la pluie, comme si elle attendait quelqu'un. Le chauffeur de taxi serait la dernière personne à revoir Ruth Wilson. Au moment de sa disparition, elle portait un pull rouge en tricot, un pantalon en velours noir, des bottines noires et une petite montre pour femme au poignet gauche. Elle portait également un sac de sport bleu qui contenait un petit lecteur stéréo personnel et ce que l'on supposait être des cassettes de musique. Plus tard dans la nuit, lorsque Ruth n'est pas rentrée à la maison, sa famille s'est inquiétée et l'a signalée à la police. La police a réussi à retracer très rapidement sa dernière apparition dans le taxi et a immédiatement commencé à fouiller la zone autour de sa disparition pour la retrouver. Malgré l'utilisation de chiens policiers, d'un hélicoptère et de caméras thermiques pour tenter de la localiser, les conditions météorologiques défavorables et la lumière déclinante ont empêché de trouver la moindre trace d'elle. Dans les semaines qui ont suivi, la police a effectué de multiples fouilles dans la zone et interrogé des personnes d'intérêt, sans découvrir de pistes. C'était comme si elle avait tout simplement. C'était comme si elle s'était évaporée dans la nuit froide. Avec peu d'éléments, la police a d'abord tenté de retracer ses déplacements avant sa disparition et d'interroger les personnes l'ayant vue ou avec qui elle avait interagi. Après avoir appris sa disparition, Catherine Mayer, une ancienne amie ayant déménagé à Sheffield, s'est manifestée pour fournir des informations. Catherine a dit que Ruth avait séjourné chez elle à de nombreuses reprises et qu'elle avait toujours exprimé qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle, ce que Catherine et sa mère ont toutes deux interprété comme signifiant que la vie à la maison n'était peut-être pas aussi agréable et heureuse que ce que les apparences laissaient m'en croire. Je me souviens que c'était le 11 novembre, c'était juste après cela, quand Ruth est venue séjourner chez nous à nouveau, et elle ne voulait pas rentrer chez elle. Et j'étais très malheureuse et mal à l'aise à ce sujet. Peux-tu te souvenir pourquoi elle a dit qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle? Non, elle n'a pas dit pourquoi, elle ne voulait vraiment pas, c'est tout. En tant que mère à cette époque, cela m'a profondément troublée. Catherine a déclaré que lorsqu'elle déménageait de Dork à Sheffield, Ruth lui avait demandé la permission de venir avec elle. Elle savait que j'allais déménager. Elle m'a demandé si elle pouvait me rejoindre à Sheffield, si tout se passait bien pour moi. Catherine a dressé un portrait très différent de Ruth. Ruth était vraiment troublée. Une partie de la raison pour laquelle elle était peut-être, vous savez, impopulaire aussi, c'est qu'elle avait tellement de choses en tête qu'elle essayait désespérément de découvrir qui elle était. La police a appris que Ruth venait de découvrir que ses parents avaient menti sur la mort de sa mère. Ruth pensait d'abord que sa mère était tombée dans l'escalier et s'était brisé la nuque. Cependant, Ruth, insatisfaite de cette explication, a décidé d'approfondir ses recherches. Avec le temps, elle a appris qu'en réalité, sa mère s'était suicidée par pendaison et que son père lui avait menti pour la protéger d'une vérité horrible. Les proches de Ruth ont informé la police qu'il lui arrivait fréquemment de se rendre à Box Hill après les cours, comme elle l'avait déjà fait auparavant. Nul ne savait pourquoi elle s'y rendait. Ils ont également découvert que Ruth s'inquiétait de l'arrivée imminente de son bulletin scolaire à la maison car il était peu flatteur et qu'elle avait caché le bulletin à sa famille.
Le 29 novembre, les fleurs que Ruth avait commandées le jour de sa disparition ont été livrées sablées à sa belle-mère. Aucun mot ni carte n'accompagnait les fleurs. Encore une fois, personne ne semblait comprendre pourquoi elles avaient été envoyées, à part Catherine, qui a dit qu'elle pensait que c'était Ruth qui faisait un doigt d'honneur à sa mère, mais elle n'a pas expliqué pourquoi elle pensait cela. Le 1er décembre, le Times a rapporté qu'en menant une nouvelle fouille à Box Hill, la police avait trouvé 3 lettres sous un buisson. Les lettres ressemblaient à des lettres d'adieu adressées à ses parents, à sa meilleure amie et à un garçon qu'elle connaissait. Tout près des lettres se trouvaient des plaquettes vides de paracétamol et une bouteille vide de vermouth. Le lendemain, la police et 60 bénévoles ont relancé les recherches près du lieu de découverte des objets, avec des chiens policiers et du matériel d'imagerie thermique. 8 mois après la disparition, la police s'est rendue à Sheffield pour interroger à nouveau Catherine, mais au milieu de l'entretien, ils sont soudainement passés à l'action et ont fouillé sa garde-robe, comme pour laisser entendre que Catherine cachait Ruth, mais ils n'ont trouvé aucune preuve que Ruth avait jamais été là. 1 an après la disparition inexpliquée de Ruth, un marchand de journaux à Dorking a signalé à la police avoir servi une jeune fille ressemblant à l'adolescente de 16 ans emportée disparue. Lors de l'enquête, le propriétaire a fourni à la police une vidéo montrant une personne ressemblant à Ruth, mais plus petite, tentant d'acheter chaque journal et devenant bouleversée quand le commerçant lui a dit que l'un était en rupture de stock. Les parents de Ruth ont été convaincus que la personne sur l'image était Ruth après l'avoir vue. Un rapport sur les réseaux sociaux indiquait qu'une personne ressemblant à Ruth avait été vue au Canada. Semblait peu probable puisque Ruth n'avait pas de passeport au moment de sa disparition. 10 ans après la disparition, le policier en charge de l'enquête à l'époque a déclaré qu'il y avait eu des témoignages affirmant avoir vu Ruth dans les semaines suivant sa disparition, mais malgré des vérifications répétées de ces pistes, elles n'ont jamais abouti à quelque chose de concret. Malheureusement, la famille de Ruth n'obtiendrait vraiment jamais de réponse et leur fille en resterait à jamais l'une des disparitions les plus mystérieuses du Royaume-Uni. Salut, donc voici la partie autour du feu de camp. C'est ici que je vous donne mon avis basé sur ce que j'ai vu et entendu dans l'affaire, et on passe en revue toutes les théories et preuves possibles qui pourraient rester. C'est une affaire assez inhabituelle, et comme la plupart des cas de disparition, il y a quelques explications possibles. Premièrement, Ruth est allée à Box Hill pour s'enfuir. Deuxièmement, Ruth est allée sur la colline et a été soit enlevée, soit assassinée. Troisièmement, Ruth est allée sur la colline et a mis fin à ses jours. Nous allons donc commencer par ce que je pense être l'histoire la moins probable, à savoir qu'elle a été assassinée ou enlevée. Bien que certaines circonstances donnent l'impression qu'elle allait rencontrer quelqu'un, comme le secret, l'hésitation en sortant du taxi et le fait qu'elle s'était déjà rendue à Box Hill après l'école à plusieurs reprises, je pense que c'est la théorie la moins probable, et la raison en est qu'il n'y a absolument aucune preuve que qui que ce soit ait eu une intention violente envers elle. Il n'y a aucun rapport indiquant qu'elle était en mauvais termes avec qui que ce soit, aucun rapport de comportement étrange ou suspect, ni de personnes rôdant autour de Dorking à cette époque. Et Dorking est aussi une zone assez aisée, et la violence ainsi que les individus louches ont tendance à être signalés à la police beaucoup plus fréquemment dans les quartiers aisés. Il est donc plus probable qu'une personne suspecte aurait été vue et signalée à la police. Donc je ne pense pas que ce soit ce qui s'est passé. De plus, aucun signe de lutte n'est visible. Pas de sang, de cheveux, de vêtements déchirés, absolument rien. J'ai également vérifié les statistiques des personnes disparues dans le Surrey pour voir s'il y avait une concentration plus élevée ou un plus grand nombre de cas d'enfants disparus que dans d'autres régions, et ce n'est pas le cas. En fait, c'est légèrement en dessous de la moyenne nationale. Pour ces raisons, je pense qu'un meurtre ou un enlèvement est beaucoup moins probable. La théorie la plus probable après cela est celle de la fugue. Et même si beaucoup d'éléments de l'affaire semblent effectivement indiquer une fugue, comme le fait qu'elle ait dit à son amie Catherine qu'elle voulait s'enfuir, cela me paraît aussi moins probable. Qu'une jeune fille en cas de 16 ans puisse disparaître et survivre me paraît hautement improbable.
Elle possédait un compte bancaire inactif depuis longtemps. Elle avait un numéro de sécurité sociale qui n'a plus jamais été utilisé, et elle n'avait pas non plus de passeport. Il est pratiquement impossible pour un adulte d'avoir une vie normale sans aucune pièce d'identité. Et je pense qu'il serait en fait impossible pour une fille de 16 ans d'y parvenir. Elle aurait aussi besoin d'un endroit où rester et de quelqu'un pour l'aider parce qu'elle n'avait ni argent ni pièce d'identité. La police, soupçonnant que Catherine aurait pu aider à la disparition, est retournée l'interroger, étant la plus susceptible de l'avoir aidée. Mais même si Catherine l'avait aidée, il se heurterait au même problème, absence de papiers et de revenus, et être traqué. En tant qu'adulte, cela pourrait être envisageable. En tant qu'adolescente de 16 ans, je ne crois pas que ce soit possible. J'ai vu certaines personnes avancer qu'elle s'est enfuie parce que ses parents étaient peut-être abusifs d'une certaine manière, comme en témoigne la relation entre Catherine et sa mère. Elle a refusé de rentrer chez elle sans expliquer pourquoi. Mais attention à ne pas attribuer des choses à des raisons non prouvées, simplement parce que cela semble coller. Aucune preuve de maltraitance n'a été trouvée, suggérant que le refus de Ruth de rentrer chez elle n'est probablement pas lié à des abus à la maison. Du moins, à mon avis. Je pense malheureusement pour ses parents, l'explication la plus probable est que Ruth est allée à Box Hill pour mettre fin à ses jours. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que le vermouth et le paracétamol appartenaient à Ruth, sans aucune preuve d'empreinte digitale indiquant qu'elle les a manipulés. Et au moment où j'écrivais le script, la police n'avait en fait pas encore accepté ma demande d'accès à l'information pour l'affaire, et en réalité ils m'ont envoyé un email aujourd'hui pour refuser ma demande du dossier, en précisant que techniquement c'est toujours une affaire en cours, donc ils ne communiquent même pas les dossiers ouverts au public, même via des demandes d'accès à l'information, donc je ne peux pas vérifier s'ils ont fait ou non une analyse d'empreinte digitale sur la bouteille. Mais même en excluant ces éléments, je ne pense pas que ce soit une coïncidence que tous ces problèmes, ce comportement étrange, tous ces changements soient arrivés en même temps. Qu'elle a appris la mort de sa mère. Les personnes souffrant de troubles de l'humeur ont généralement un taux de survie beaucoup plus faible lorsqu'elles n'ont pas de réseau de soutien autour d'elles. Et j'imagine qu'après avoir découvert que sa famille lui avait menti sur quelque chose d'aussi important que la mort de sa mère, elle a probablement eu l'impression de ne pas être soutenue, même si ce n'est pas le cas, c'est sans doute ainsi qu'elle l'a perçu, et cela expliquerait aussi pourquoi elle ne voulait pas rentrer chez elle. Bien qu'il soit tentant de dire que des choses comme le fait de livrer des fleurs à la belle-mère pour une date ultérieure et son comportement normal le jour de sa disparition le suggèrent. Peut-être que mettre fin à sa vie n'était pas son intention. Il est en fait extrêmement courant que les personnes dépressives ayant des idées suicidaires agissent pas normalement, voire heureuses, dans la période précédant leur tentative de mettre fin à leur jour, et cela s'explique en partie par le fait qu'une fois qu'elles ont pris la décision de le faire, elles ressentent un certain soulagement et une pression qui s'allège, car elles savent que la douleur qu'elles ressentent va bientôt cesser. La deuxième raison étant que les personnes qui ont pris la décision de le faire veulent que cela réussisse. Alors elles dissipent tous les doutes et soupçons dans l'esprit des gens en faisant semblant d'aller mieux. Lorsque les gens semblent aller mieux, on les interroge moins sur leurs intentions que s'ils agissent de manière dépressive et essaient de s'effacer. Je pense que ces deux choses s'appliquent dans ce cas. Elle a laissé ses parents croire que tout allait bien, a passé du temps avec sa sœur le matin comme d'habitude, et a même dit à son ex-petite amie qu'elle le verrait plus tard dans la soirée. Même certains des autres comportements comme. Je pense que envoyer les fleurs des tours, c'est aussi une autre façon. C'est comme si elle essayait de se donner une forme de clôture pour certaines choses. Je pense que ce n'est que pure spéculation. Et c'est pareil pour le fait de prendre un repas avec le petit ami la veille. Tu vois, c'est elle qui veut garder un bon dernier souvenir avec lui, je pense. J'avais un ami qui s'est suicidé et il a fait quelque chose de très similaire. Il a fait croire à tout le monde qu'il était normal, que tout allait bien, jusqu'à ce qu'on le retrouve quelques semaines plus tard. Et je pense que Ruth faisait la même chose. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour ne pas éveiller de soupçons sur ses projets.
Il est aussi courant que les personnes qui font cela cherchent un endroit isolé pour le faire, ce qui expliquerait pourquoi Ruth avait déjà visité Box Hill plusieurs fois auparavant. Elle aurait pu chercher un lieu parfait pour cela. Vous savez, un endroit caché où elle avait moins de chances d'être interrompue ou découverte. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi son corps n'a pas été retrouvé. Maintenant, les notes qui ont été trouvées et qui étaient adressées à ses amis et à sa famille dans la région soutiennent également cette théorie. Si vous regardez les données Kodakhana concernant les enfants disparus, les 8 principales raisons pour lesquelles les enfants disparaissent sont là en les suivantes. Mineurs non accompagnés, relations, drogues et alcool, école, santé mentale, malentendus, exploitation sexuelle, anxiété et dépression. Parmi ces raisons, on peut raisonnablement dire que Ruth souffrait probablement de 3 d'entre elles. Elle s'inquiétait pour l'école et avait des problèmes de santé mentale suite à la révélation sur la mort de sa mère et aux mensonges de sa famille. Ces choses causaient aussi anxiété et dépression. Je peux expliquer pourquoi elle aurait été vue en ville et pourquoi son corps est introuvable, malgré l'utilisation de chiens, d'hélicoptères et de caméras thermiques. Si nous imaginons que le paracétamol et la bouteille de vermouth vide appartenaient à Ruth, alors cela expliquerait tout. L'empoisonnement au paracétamol provoque une mort lente et douloureuse. Ce qui se passe, c'est que le paracétamol empoisonne votre foie et le détruit en premier, mais cela peut prendre jusqu'à 18 jours. Et pendant ce temps, vous vous sentirez fatigué, léthargique, nauséeux, avec des douleurs abdominales extrêmes, mais vous pourrez quand même vous déplacer, même si ce ne sera vraiment pas agréable. Le vermouth rendrait en fait ce processus presque certain, car le foie traite l'alcool avant de traiter le paracétamol. Donc pendant que le foie traite tout l'alcool, le paracétamol s'accumule simplement dans votre foie. Quand l'alcool a fini d'être traité, le foie est alors soumis à une dose massive de paracétamol toxique d'un seul coup, et il était déjà en difficulté car l'alcool est aussi hépatotoxique. Contrairement à ce qu'on voit dans les films et à la télévision, on ne s'endort pas pour mourir paisiblement lors d'une overdose de paracétamol. C'est long, c'est atroce et c'est extrêmement douloureux, et une fois que ça a commencé, on ne peut plus faire marche arrière. Vous savez qu'il y a un point de non-retour. Donc, Ruth aurait probablement eu quelques jours, voire une semaine, où elle pouvait encore se déplacer pendant que son foie cessait lentement de fonctionner, et elle est finalement morte lorsque tous ses autres organes ont cessé de fonctionner à leur tour. Et cela rendrait la zone de recherche potentielle pour son corps beaucoup, beaucoup plus grande, et rendrait beaucoup moins probable qu'on la retrouve. Voilà mon avis sur l'affaire. Je ne crois malheureusement pas que Ruth ait pu survivre en se cachant. Pour moi, toutes les preuves indiquent qu'une jeune fille récemment troublée a tragiquement mis fin à ses jours. À mon avis, les autres théories n'ont tout simplement pas autant de preuves pour les soutenir. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé ?